Bonjour à tous et à toutes, et en particulier à ceux qui nous écoutent régulièrement sur la chaîne Astronature 49. Le moment est venu de s'intéresser aux observations à réaliser en ce mois de février 2025. Et au programme de ces éphémérides, nous aurons la planète Mars qui va raser notre satellite la Lune le 9. La planète Vénus brillera de mille feux le 16, puisque ce sera le moment de son éclat maximal. Et enfin, nous parlerons de la plus grosse planète de notre système solaire, Jupiter, car le 25, eh bien, nous pourrons observer le transit d'une de ses lunes, ainsi que deux ombres de ses satellites. Comme chaque mois, pour en parler, je suis en compagnie de Mathieu et de Robin, nos deux astronomes amateurs. Et ces éphémérides ne se feront tout de même pas sans une pensée toute particulière pour notre ami Pascal, qui n'a malheureusement pu se joindre à nous à cause d'un souci familial. Sans plus tarder, eh bien, nous allons commencer par ce premier événement qui a lieu le 9. La Lune, presque pleine, rase Mars pour une occultation visible depuis l'Europe du Nord. Et c'est donc Mathieu que nous allons pouvoir écouter donc en remplacement de Pascal. Et malheureusement, pas d'occultation chez nous en France, mais la Lune se rapprochera jusqu'à un petit peu moins d'une dizaine de minutes d'arc de Mars, bord à bord évidemment, dans le nord de la France en particulier. Alors, de quoi profiter visuellement à l'œil nu ou avec une paire de jumelles, et pourquoi pas saisir l'instant en photo. Alors, ça se passe dans le ciel du soir, au-dessus de l'horizon sud-est, avec un maximum de rapprochement qui aura lieu autour de 19h48 heure locale chez nous. Alors la phase de cette lune gibbeuse sera de 92%, mais la magnitude négative de Mars, à moins 0,8, ne sera absolument d'aucun problème pour la voir. Alors, de manière générale, l'occultation en elle-même sera visible depuis le nord de la Russie, même depuis la Chine, plutôt au petit matin, et puis en Scandinavie, en Islande, au Groenland et même dans le nord-est du Canada, où là-bas, eh bien, le phénomène aura lieu plutôt en fin d'après-midi. Alors, j'ai noté quelques horaires pendant lesquels eh bien, auront lieu cette occultation. Pour Reykjavik, qui est la capitale donc d'Islande, eh bien, l'occultation se passera entre 18h30 pour le premier contact et 19h21 pour l'immersion. Et puis, pour Helsinki, qui est la capitale finlandaise, eh bien, ce sera entre 21h25 et 21h35, une occultation qui dure classiquement, j'ai envie de dire, environ une heure. Alors, pour Helsinki, ce sera une occultation rasante sur le pôle sud lunaire. Et puis du côté d'Oslo et Stockholm, capitale respectivement donc de Norvège et de Suède, eh bien il n'y aura pas d'occultation. Par contre, il y aura un rasage de près, sans faire de jeu de mots. Rasage de près, c'est-à-dire qu'en fait la planète va passer vraiment très près de la Lune, mais sans jamais la toucher, ou en tout cas se faire occulter complètement. Voilà, donc il faut monter un petit peu plus haut en latitude en Scandinavie pour pouvoir observer cette occultation de manière pleine et entière. Mais en tout cas, un phénomène qui sera très intéressant, qui fera appel finalement aux deux astres les plus intéressants de ces nuits hivernales, la Lune et puis Mars. La Lune et Mars qui seront très très hautes dans le ciel, en tout cas chez nous depuis nos latitudes à ces heures-là. Donc ce sera évidemment un événement très intéressant à observer et pourquoi pas à photographier en grand champ ou avec un petit instrument au foyer d'un petit instrument préférentiellement, pourquoi pas une petite lunette ou vraiment un tout petit télescope à partir du moment où la focale est pas trop grosse et où la caméra imageur ou éventuellement un APN possède un capteur qui soit quand même de bonne taille pour englober et la Lune
et la planète dans le champ, parce que depuis chez nous, il n'y aura pas d'occultation. Donc, il faut quand même prévoir un champ qui fasse au moins 1,5 degré de largeur. Voilà, donc c'est quand même assez vaste. Et à savoir, d'ailleurs aussi, eh bien que la Lune va aussi occulter une autre planète le 1er février. Il s'agira de Saturne. Donc, si vous êtes intéressé pour observer cet événement, eh bien, n'hésitez pas à sortir votre matériel donc, le soir du 1er février. Nous allons pouvoir poursuivre cette émission avec maintenant ce deuxième événement que nous avons choisi de vous commenter. Il s'agit donc le 16 de la planète Vénus qui allume les pleins phares dans le ciel du soir, puisque ce sera son éclat maximal. Alors, Mathieu, puisque c'est vers toi que je vais me diriger pour parler de cet événement, est-ce que tu peux déjà, dans un premier temps, bien nous dire pourquoi son éclat maximal est maintenant et non lors de son élongation maximale ou même bien lors de sa conjonction supérieure avec le Soleil, par exemple? Ouais, très bonne question. Effectivement, quand on regarde la magnitude de ce jour-là, donc le 16 février, eh bien, Vénus atteindra -4,6. Alors, cette magnitude, en fait, elle correspond avec un éclairage de 25% de son disque qui est tourné vers la Terre. Alors, elle se trouve certes à 60 millions de kilomètres de nous, mais de toute façon, au plus proche de nous, à 40 millions de kilomètres, donc, elle ne présente plus que son côté nuit. Et en fait, c'est cette combinaison de relative proximité avec la taille apparente de son croissant qui lui font atteindre à ce moment précis sa luminosité maximale. Merci Mathieu pour cette précision. Alors maintenant, eh bien, est-ce qu'on peut parler de l'imagerie de la planète? Ouais. Alors, bah, de ce côté-là, ça commence à devenir un peu plus délicat quand même, parce que, surtout, en fait, si vous attendez le coucher du soleil pour commencer à prendre vos acquisitions, puisqu'en fait, elle ne dépassera pas les 25 degrés d'élévation. Alors, vous allez me dire, dans cette configuration actuelle, Vénus ne s'est jamais élevée très haut dans le ciel cet hiver, puisqu'elle a tendance à suivre évidemment la course du soleil dans le ciel. Le soleil étant très bas cet hiver, eh bien Vénus est restée plantée très bas dans le ciel tout cet hiver, et ce sera encore le cas eh bien, ce 16 février. Donc voilà, et le fait que Vénus atteigne son éclat maximal, donc s'en aille directement, plonge directement vers sa conjonction inférieure, n'améliorera pas les choses, bien au contraire, puisque Vénus va encore baisser de plus en plus inexorablement jusqu'à atteindre sa conjonction inférieure. Donc évidemment, 25 degrés, c'est pas haut. C'est une valeur qui fait que bon bah perdu dans les basses couches de notre atmosphère, ça va avoir tendance en fait à brouiller les images tout bonnement. L'UV notamment qui sera le plus impacté si vous faites de l'imagerie UV pour essayer de trouver du contraste dans la couche nuageuse, eh bien ce sera particulièrement dégradé et ces fameux contrastes dans les nuages seront assez difficiles à faire ressortir. Mais alors s'ouvre par contre une période intéressante, parce que oui, s'il y a le mauvais côté des choses, il faut voir le bon côté. S'ouvre une période intéressante à deux titres. Déjà, en fait, la phase de Vénus, elle rétrécit. Et dans un premier temps, eh bien, on peut tout de même tenter d'observer ce qu'on appelle l'Ashen Light, ou lumière cendrée de Vénus. En fait, ce n'est pas un phénomène qui est reconnu officiellement, et d'ailleurs, il ne fait pas du tout consensus parmi aussi bien les amateurs que les spécialistes. Cela dit, c'est une observation qui ne date pas d'hier, hein, parce que la première observation de cette fameuse lumière cendrée de Vénus date de 1643. Autant on est capable d'expliquer la lumière cendrée de la Lune, qui est en fait due à la réflexion de la lumière du Soleil à la surface de la Terre et renvoyée vers la partie nocturne de la Lune, autant il n'y a rien qui puisse expliquer une éventuelle lumière cendrée de Vénus, puisqu'en fait, eh bien, Vénus ne possède pas de satellite naturel qui pourrait servir de miroir réflecteur, en quelque sorte, de la lumière du Soleil vers la partie nocturne de Vénus. Donc, ça ne s'explique pas de ce côté-là.
Et puis, on a bien tenté d'expliquer cette lumière cendrée par le fait que la lumière solaire soit renvoyée depuis la Terre vers la partie nocturne de Vénus. Mais le problème, c'est que bah, au minimum, il y a quand même 40 millions de kilomètres d'écart entre les deux planètes, et que vu depuis Vénus, la magnitude de la Terre est quand même relativement faible pour expliquer un tel éclairage. On est sur une magnitude qui est à peine supérieure à la magnitude de Vénus vue dans notre ciel. Voilà. Donc, il n'y a pas d'explication naturelle, en tous les cas, à ce phénomène. Toujours est-il que des observateurs rapportent avoir vu ce phénomène depuis 1643. Ça arrive encore aujourd'hui. Alors, tous les observateurs ne rapportent pas cette observation. Peut-être que ça dépend aussi de la façon d'observer des observateurs, de l'œil, de la physiologie des observateurs. Y a-t-il une part d'illusion optique? Peut-être. Voilà, on ne sait pas. En tous les cas, eh bien, c'est une observation à tenter de réaliser. Peut-être que vous aussi réussirez à voir la lumière cendrée de Vénus. Alors, il y a une deuxième chose qui est intéressante à cette période, c'est le signal thermique de Vénus. Alors, il y a donc l'amincissement de la période éclairée de Vénus qui va donner donc un point de vue maximal sur la partie non éclairée. Et il se trouve en fait qu'à dans l'infrarouge, donc précisément à 1 micron, le CO2 atmosphérique, parce que Vénus est composé à 95% de CO2, eh bien, connaît une bande de transparence qui va laisser entrevoir le signal thermique de la surface. Ce signal thermique, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement la chaleur, qui est quand même de 400 degrés à la surface de Vénus, qui va éclairer très légèrement dans l'infrarouge, dans cette partie du spectre, dans l'infrarouge, et qui va être visible sur la partie nocturne de Vénus. Alors il faudra évidemment que masquer entre guillemets la partie éclairée. Alors c'est pas vraiment faisable, hein. Masquer la partie éclairée de Vénus n'est pas faisable techniquement, mais au traitement, effectivement, ce sera beaucoup plus facile de faire ressortir le côté nuit de Vénus quand le côté jour est très mince. Une planète donc qui brillera de mille feux dans le ciel en ce mois de février et que nous ne pourrons donc pas louper. Pour information, nous vous invitons à vous rendre sur la playlist Observation et imagerie planétaire, accessible donc sur notre chaîne Astronature 49, où vous pourrez retrouver des vidéos consacrées entièrement donc à chaque planète de notre système solaire, dont Vénus et Mars, euh, que l'on a cité donc pour ce mois-ci. Nous passons donc maintenant à ce dernier événement qui a lieu le 25. Et donc il s'agit de transits simultanés sur la planète Jupiter. Alors, eh bien, cette fois-ci, je me tourne vers Robin qui va pouvoir eh bien, nous détailler ces transits. Bien sûr, alors je vais d'abord expliquer ce que c'est un transit. On ne parle pas de ce qui se passe potentiellement à l'intérieur de notre intestin. En fait, ça décrit le passage d'un astre donc entre l'objet qu'on souhaite observer et nous, observateurs. Donc, par exemple, je vais illustrer ça par quelque chose que vous connaissez probablement, c'est une éclipse. Nous, quand on observe une éclipse, on peut dire, donc c'est la Lune qui passe devant le Soleil, on peut simplement dire qu'en fait, il y a un transit de la Lune sur le Soleil, en fait. Même si nous, on est observateur terrestre, en fait, ce qui va se passer, c'est que la Lune va passer devant le Soleil, et voilà, ça forme un transit qui, en l'occurrence, fait une ombre, qui projette une ombre sur la Terre et provoque une éclipse. Alors, de quoi on va parler quand on va parler de transit sur Jupiter? Ben, de la même façon, ben, c'est qu'il y a quelque chose, un astre qui va passer devant. Mais de quoi il peut bien s'agir? Alors peut-être que vous avez peut-être une idée. Et en fait, il s'agit des lunes galiléennes, les quatre lunes principales de Jupiter qui portent ce nom en raison de son découvreur qui est Galilée. Alors c'est quoi le nom de ces quatre lunes? On a Io, Europe, Ganymède
et Callisto. Donc en fait, ces lunes, elles portent le nom de Galilée parce qu'il les a découvertes. C'est une des premières personnes à les avoir découverts et finalement observés en 1610. Et à l'époque de Galilée, hein, peut-être que vous savez certainement, cette découverte a aussi fait grand bruit puisque, en fait, cette vision et ces observations, cette vision de Galilée, s'apprêtait à complètement bouleverser la vision géocentriste à l'époque, au XVIIe siècle. Et voilà. Revenons à notre transit. Qu'est-ce qui va se passer concrètement le 25 février? Donc, on aura toujours bien nos quatre satellites de visible, donc Io, Europe, Ganymède et Callisto. On pourra les observer. Mais si on parle de transit, c'est que une de ces lunes va passer devant Jupiter à un certain moment. Et ça pourrait être assez relativement bien visible. Alors, les quatre lunes, on pourra les voir assez facilement, assez aisément avec une simple paire de jumelles. Mais voilà, l'événement sera quand même beaucoup plus intéressant avec un télescope ou une lunette, hein, voilà, qui permet de grossir et puis d'obtenir quand même des détails sur la surface de Jupiter. Mais alors, quelle lune va passer devant Jupiter et finalement faire de l'ombre à celle-ci, à cette géante gazeuse? Et oui, littéralement de l'ombre. On va expliquer ça après. Et donc, ça sera la lune Europe qui va d'abord passer devant Jupiter. Et on aura une ombre qui va sembler apparaître juste en dessous. Si vous pouvez observer l'événement, vous verrez quasiment simultanément, lorsque Europe va passer devant Jupiter, une ombre apparaître. Mais ne vous y prenez pas, il ne s'agit pas de l'ombre d'Europe qui se projette sur Jupiter. Il s'agit en réalité de Ganymède. Alors vous pourrez aussi l'observer, mais Ganymède ne sera pas en transit, en l'occurrence, elle sera visible en dehors de Jupiter, enfin, par rapport à nous, observateurs. Donc on aura un transit d'Europe, on aura une ombre qui va sembler suivre à peu près Europe dans son chemin, puisque Europe tourne évidemment autour de Jupiter, c'est une lune. Et par la suite, on va avoir aussi une autre ombre qui va apparaître quasiment simultanément quand Europe va finir son transit. On va avoir une autre ombre qui va apparaître à l'opposé de Jupiter. Et cette fois-ci, ça sera l'ombre effectivement de Europe. Mais il faut bien se représenter les choses. Jupiter est dans une certaine configuration, ses lunes aussi. Et la Terre aussi par rapport à Jupiter est dans une certaine configuration. Alors je vous invite euh, à prendre des modèles en trois dimensions, hein. Il y a certains sites internet qui permettent de le faire, ou même la version Sky Safari, hein. On a un modèle 3D, me semble-t-il. En tout cas, sur mon application, c'est le cas. Alors voilà, n'hésitez pas. Mais ça nous permet vraiment de nous rendre compte de notre position dans toute cette immense horloge cosmique. Et ce qui sera aussi intéressant d'observer, c'est finalement la courbure de Jupiter. Parce que au début, lorsque les lunes vont projeter leur ombre sur Jupiter, enfin, ça va arriver sur le limbe, le bord vraiment de Jupiter. Et donc, eh ben, la forme projetée ne sera pas vraiment circulaire, elle sera elliptique. Et ça nous permet vraiment de nous rendre compte que Jupiter est effectivement une sphère. Donc voilà. Donc, je vais vous décrire un petit peu les étapes. Alors, voilà, encore une fois, c'est plus facile de se visualiser sur des cartes du ciel, Stellarium, etc., en fonction de chaque heure. Là, pour moi, j'ai pris l'heure de Paris et la position géographique de Paris. Et voilà, je vais vous dire à peu près les moments qui sont intéressants. Donc, d'abord, on va voir Jupiter qui sera visible au coucher du soleil dans le Taureau. Alors voilà, c'est une constellation d'hiver qui est vraiment star en ce moment. Ça sera à proximité d'Aldébaran et des Pléiades. Donc voilà, si vous savez repérer le Taureau, Aldébaran et les Pléiades, vous verrez un point encore plus lumineux qu'Aldébaran. Eh ben, c'est Jupiter. Donc voilà, au sud, dès le coucher du soleil. Ensuite, prochaine étape, 19h28, 19h30, on va voir le début du transit d'Europe, c'est-à-dire que Europe va commencer à passer devant Jupiter. Donc voilà, une dizaine de minutes après, à 19h38,
on va pouvoir commencer à observer l'éclipse, finalement, l'ombre de Ganymède, qui sera positionnée en dessous, euh, enfin, par rapport à nous, observateurs, en dessous d'Europe. Alors voilà, faut se dire aussi que potentiellement, si on observe dans une unité astronomique, l'image est inversée, hein. Donc, il faut bien prendre ça en compte. Ensuite, à 22 heures, on va voir le début de l'éclipse d'Europe. Donc, Europe va, va commencer à projeter son ombre sur Jupiter. Et 3 minutes après, hein, vraiment, Europe sort de Jupiter, enfin visuellement. Son transit se termine. Ensuite, à 22h09, il s'agit de la fin de la visibilité de l'éclipse de Ganymède. Donc, c'est-à-dire que l'ombre qui semblait être présente en dessous d'Europe, elle va disparaître, en fait, puisqu'elle sera projetée dans l'espace. Ensuite, à 22h14, l'ombre de Ganymède passe au niveau de la grande tache rouge. Et oui, en plus, ça sera vraiment intéressant puisque la tache rouge sera visible et l'ombre projetée par Ganymède va arriver dans cette tache rouge. Alors vraiment, ça peut être super intéressant, que ce soit en visuel ou même en photo. Vraiment, c'est un événement à ne pas rater. Et vers minuit 36, on aura la fin de la visibilité de l'éclipse formée par Europe. Donc on voit aussi qu'il y a vraiment, ça va être relativement court, ça va se passer entre 19h30 et un peu plus de 22h, 22h15 par là. Donc voilà, c'est un créneau assez restreint, donc ça peut être vraiment une belle opportunité. On voit aussi qu'à 22h, c'est vraiment le moment où il y a beaucoup d'événements d'un coup, et c'est à ce moment-là vraiment que on pourra voir les l'onde simultanée de Europe et Ganymède sur la surface jovienne. Alors vraiment, soyez attentifs et j'espère que vous aurez du beau temps pour pouvoir profiter de cet événement très intéressant. C'est ça, voilà, donc une opportunité à saisir pour observer ce transit simultané sur Jupiter. Alors, on ne l'a pas fait, mais on aurait pu aussi parler de cette comète hein, C 2024 G3 Atlas qui, à la mi-janvier, eh bien, était de magnitude -2,5. Et bien sûr, c'était le moment où elle était le plus proche du Soleil et où son activité s'est décuplée. Mais elle pourra peut-être être encore visible eh bien, à la fin du mois du mois de janvier, mais uniquement eh bien, dans l'hémisphère sud. Avant de clôturer donc, notre émission, eh bien, nous allons vous présenter donc, deux photos du ciel, à commencer eh bien par le soleil. Donc, nous avons choisi de vous présenter cette image du soleil en date du 11 janvier donc, 2025, prise donc par notre astronome amateur Mathieu. Et donc, on peut y voir eh bien, deux régions particulièrement actives en ce moment. De plus, on voulait vous présenter aussi cette photo de la planète Jupiter où, comme vous pourrez le constater, eh bien, un énorme cumulonimbus est apparu au nord de la bande équatoriale nord en l'espace de quelques heures le 9 janvier. Et c'est peut-être le premier d'une petite série à venir, précisément donc à cette latitude. Et ce nuage, c'est le signe avant-coureur de la reconstruction d'une fine bande brune qui avait disparu depuis environ un an. Et cette dernière, donc, devrait se refaire une santé en l'espace de quelques semaines ou quelques mois. Donc, c'est un épisode à surveiller. Merci en tout cas à tous et à toutes de nous avoir suivis une fois de plus pour cette émission consacrée aux éphémérides. Nous vous souhaitons donc un bon ciel à tous et à toutes et on se donne rendez-vous bien sûr le mois prochain pour de nouveaux éphémérides.